Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour une nouvelle édition. Voici les titres de votre journal. Béatrice Fresco-Rolfo sera notre invitée ce soir. La chef de la délégation du Conseil national auprès de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe était en Ukraine fin février. Elle reviendra avec nous sur son déplacement. La loi sur la protection des données personnelles est entrée en vigueur depuis le 13 décembre dernier en principauté. Comment se familiariser avec ces nouveautés ? Les réponses ont été données lors d'un rendez-vous organisé par la JCE. Nous y étions. Un mois de mobilisation contre le cancer colorectal. Mars Bleu est l'occasion de sensibiliser la population à l'importance de se faire dépister. Nous recevrons le responsable du dépistage du cancer colorectal au centre hospitalier Princesse Grasse, le docteur Philippe Pasquier. Dans ce journal également, nous nous intéresserons au programme Unseme de l'AS Monaco. Il offre un temps d'échange précieux entre les éducateurs du centre de formation et les acteurs du football de la Côte d'Azur. Nous ouvrons donc ce journal avec un témoignage, celui de Béatrice Fresco-Rolfo, la conseillère nationale, chef de délégation auprès de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe. Elle s'est rendue dernièrement en Ukraine. Son déplacement a été marqué par plusieurs rencontres et visites visant à soutenir la protection des droits des enfants, l'aide humanitaire et le renforcement des relations interparlementaires. Bonsoir Béatrice Fresco-Rolfo. Bonsoir Madame Rousseau. Vous étiez à Kiev du 22 au 25 février dernier. Quel était le climat sur place ? Le climat était dans le recueillement. C'était une journée très émouvante, assez éprouvante d'ailleurs, et en même temps avec beaucoup d'humanité. Et c'était un très très beau moment. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué ? Quelles sont les images que vous retenez de votre déplacement ? De cette journée-là, je crois que ce qui m'a beaucoup marqué, c'est la présence de nombreux dirigeants internationaux qui sont vraiment venus pour soutenir, pour participer à cette journée, et c'était c'était vraiment quelque chose qui m'a fait chaud au cœur de voir autant de sympathie créée à ce moment-là. Ouais, ce moment de recueillement et d'unité aussi derrière un pays. Oui, d'unité. Je crois d'unité devant la guerre en fait, devant ce à quoi ce pays passe, parce que c'est assez difficile, c'est très difficile. Nous, on a beaucoup de relations avec nos collègues et ce sont des moments importants. Il faut que nous soyons là pour les soutenir. C'est mes collègues vraiment parlementaires que je suis allée soutenir. Sachant que cette visite est intervenue avant les échanges entre Volodymyr Zelensky et Donald Trump, vous avez senti que ces négociations étaient au cœur des discussions ? Je n'ai rien ressenti quand j'étais sur place, rien de si abrupt. Donc on n'a pas ressenti ça, on était vraiment dans un côté positif et vraiment une union, une unité. Il y avait d'ailleurs le sommet Yes qui est Yalta, et donc avec de nombreux dirigeants qui sont venus parler, des dirigeants, mais aussi des gens qui sont dans ce monde-là, et on a beaucoup discuté, on les a beaucoup entendus. C'était très très intéressant, mais vraiment c'était beaucoup d'optimisme qui régnait à ce moment-là. Alors, votre visite a été ponctuée par plusieurs temps forts, axés notamment sur la protection des droits de l'enfant, hein. Oui, en effet, je fais partie au Conseil de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe d'un réseau qui s'occupe des enfants, qui veut s'occuper des enfants déportés ukrainiens. Donc, c'était l'occasion pour moi de rencontrer des membres du Haut Commissariat là-bas, et justement, et de ceux surtout qui s'occupent de la protection des droits de l'enfant et de récupérer et de réinsérer ces enfants dès qu'ils sont rapatriés en Ukraine. Et donc ça, c'était très intéressant de voir un petit peu leur méthode, de discuter, de voir comment est-ce qu'on pouvait les soutenir. Et puis nous avons vraiment eu un très bon contact avec un membre qui s'occupe vraiment de chercher les enfants et de négocier pour qu'ils soient rendus à leur famille. Donc ce sont des moments forts, des moments délicats, mais de bons moments où on se dit bon, allez, on travaille et on essaye de mettre un petit pas en plus pour arriver à récupérer ces enfants. Vous avez aussi pu constater comment l'aide humanitaire s'organise sur place ? Oui et non, en fait, ce que nous avons vraiment vu, c'était en fonction donc de ces enfants, mais aussi
des prisonniers de guerre qui sont pour l'instant encore en Russie et de voir comment est-ce que la Croix-Rouge, les organisations, les associations et même les civils travaillent en lien pour essayer de faire rentrer ces prisonniers de guerre en Ukraine ou vice-versa, hein, ou en Russie. Et donc, c'est là où il y a vraiment ces échanges et ces négociations. Et ça aussi, c'est important. C'était l'occasion aussi de renforcer les relations interparlementaires, car on le rappelle, vous êtes chef de la délégation du Conseil national auprès de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe. Oui, en effet, bon, c'était l'occasion. C'est vrai que nous travaillons beaucoup sur les problématiques ukrainiennes avec nos homologues ukrainiens, évidemment, mais aussi sur d'autres sujets avec eux, des sujets qui n'ont rien à voir avec le pays. Donc, c'est vraiment des relations que nous avons aussi de travail dans tous les domaines avec cette délégation. Et je dois avouer que c'est de très bonnes relations que nous avons tissées depuis quelques années. Et il était donc important pour Monaco d'être présent. Oui, pour Monaco, c'était important d'être là, pour moi à titre personnel, mais aussi pour montrer le soutien de mes collègues de Monaco à leurs homologues ukrainiens qui font face à de grosses difficultés en ce moment. Eh bien, merci beaucoup, Béatrice Fresco-Rolfo, d'avoir été avec nous pour témoigner de ce déplacement que vous avez effectué en Ukraine fin février. Merci. Merci beaucoup. La loi sur la protection des données personnelles est entrée en vigueur le 13 décembre dernier en principauté. Elle implique des nouveautés pour les acteurs du secteur public et du secteur privé. Pour se familiariser avec celle-ci, la JCE a organisé ce matin un rendez-vous au Méridien Beach Plaza. Christine Dapetit et Sylvain Péroumal étaient présents. Regardez. Sous forme de conférence, ce petit déjeuner de la JCE mettait donc en lumière ce matin cette nouvelle loi aux enjeux essentiels pour Monaco puisqu'elle aura un réel impact pour le tissu économique monégasque. C'est important parce que c'est une loi qui va impacter à la fois le secteur privé, le secteur public, avec des avancées, de vraies innovations et qui vont rendre beaucoup plus fluide tout le traitement des données en principauté. Les dangers comme dans déjà beaucoup de cas, c'est évidemment le risque de cyberattaque. Et cette nouvelle loi va permettre d'organiser les procédures en interne pour déjà signaler toute violation et également renforcer les mesures de sécurité. Donc ça va être complémentaire avec toute la démarche qui est initiée depuis des années. Les entrepreneurs monégasques devront donc s'adapter rapidement et faire preuve de fluidité, car cette loi est fondamentale puisqu'elle s'applique à toutes les entreprises et organismes qui traitent des données personnelles. Elle a deux vocations principales. La première, c'est de protéger et de conférer des droits aux individus que nous sommes tous. Et la seconde, c'est de permettre aux entités de la principauté de se mettre en conformité avec la protection des données personnelles. L'essentiel, ça va être d'apprendre à bien maîtriser leurs données, c'est-à-dire à avoir une bonne connaissance de ce qu'elles ont, bien sûr en données personnelles, puisque c'est le sujet dont on parle en particulier, et d'en prendre soin, de les sécuriser et d'informer les personnes également de ce qu'elles en font. Voilà, c'est ça l'enjeu principal. Comme nous nous adressons à des entrepreneurs, nous allons essentiellement prendre l'intervention du côté justement entreprise avec les nouvelles obligations qu'ont désormais les entités de Monaco. L'enjeu, c'est vraiment de protéger leurs données et que ce qu'on appelle les responsables de traitement, c'est-à-dire les entreprises, les entités, s'assurent qu'elles soient correctement traitées. Prochain rendez-vous de la JCE le 20 mars avec un atelier dédié à l'entrepreneuriat et animé par Guillaume Verneuil, chef de division de la direction du développement économique, qui expliquera comment créer une société à Monaco. Dans le reste de l'actualité, l'Union des femmes monégasques a organisé hier un groupe de réflexion sur les droits des personnes de la communauté LGBT+, en principauté. À partir de cas concrets, plusieurs thématiques ont été abordées afin de mettre en avant les différents défis à relever. Cet événement s'est déroulé en collaboration avec l'association Mon Arc-en-Ciel. En football, l'AS Monaco se déplace à Toulouse vendredi en ouverture de la 25e journée de Ligue 1. Fort de son succès à domicile le week-end dernier face à Reims, les Monégasques comptent bien continuer sur cette lancée et renouer avec la victoire à l'extérieur. À 2 jours de ce déplacement, à 18h, et Takumi Minamino, qui vient tout juste de prolonger avec le club de la Principauté, se sont exprimés en conférence de presse. Voici ce qu'il faut en retenir. Yes, first of all, we are happy that he extended his contract.
He's our most experienced player, now with 30 years, and we are happy that he extended his contract till 2027. But now I have the feeling he's back on track. He gives us good impact also, and sometimes to find the right explanation all the time, it's not easy, but it's football, and now we are happy with Takumi. It's definitely we need to win away game, and when I hear last time we won away game against Strasbourg, that's too less for me. And if we want to go to the top 2 or top 3, we have to win away game also. And the next game is against Toulouse away. They have also great stadium and good fans and good opponent. It's not gonna easy, but we should have win. And we will do best. Toulouse, AS Monaco, le 8e contre le 4e du championnat, c'est donc ce vendredi à 20h45. On reste dans le football avec ce programme lancé il y a un an par l'AS Monaco. Baptisé Unseme, il s'agit d'un partenariat avec plusieurs communes limitrophes et clubs amateurs de la région. Hier, le club a ouvert ses portes à une dizaine d'éducateurs de l'US Cap d'Aille. Le reportage de Frédéric Elion sur des images de Julien Laugier. Allez, viens voir. Allez-y, entrez. On peut faire visiter votre chambre ? La formation monégasque est une référence en France. Thierry Henry, Kylian Mbappé ou encore Lilian Thuram, tous sont sortis du centre de formation de l'AS Monaco. Dans le cadre de son programme Unseme, qui vise à faciliter les échanges avec les clubs amateurs de la région, l'ASM accueillait mardi une dizaine d'éducateurs de l'US Cap d'Aille. À l'AS Monaco, on a tout intérêt à s'ouvrir aux gens qui sont proches de nous, à ouvrir nos portes, à partager nos savoir-faire réciproques de leur côté comme du nôtre, et la volonté de montrer à la fois en principauté, mais également aux communes limitrophes et aux clubs limitrophes que l'AS Monaco, c'est aussi leur club et qu'on a une même passion commune qui est la formation des jeunes. Et ça met beaucoup de valeur dans notre travail de formateur parce que la formation, c'est aussi le partage. Donc ça va tout à fait là-dedans. C'est cette population d'éducateurs qui intéresse aussi l'AS Monaco et qui va nous permettre, par un échange d'idées, aussi de peut-être améliorer nous ce qu'on fait de notre côté parce qu'on a beaucoup à recevoir d'eux. Et puis eux aussi peut-être apprendre quelques idées qui vont leur permettre de performer dans leur quotidien avec les jeunes joueurs de Cap d'Aille et des alentours. En début d'après-midi, les éducateurs de l'USCA ont pu visiter la Diagonale, échanger avec les gens qui travaillent au centre de formation de l'ASM avant de se retrouver sur le terrain pour assister à la séance d'entraînement des U17, une expérience forcément enrichissante pour les éducateurs de Cap d'Aille. Qui nous a montré un petit peu les infrastructures, comment sont logés, comment on vit au quotidien un jeune au centre de formation. Donc c'est aussi important parce qu'on est aussi, nous en tant qu'éducateurs, des vecteurs pour pouvoir aussi sensibiliser nos jeunes et leur donner tout ce qu'on peut leur donner en information et surtout comment ça s'organise ici, quoi. Un maximum d'informations et d'outils pour permettre aux jeunes de réaliser leurs rêves, devenir footballeurs professionnels. Santé à présent avec le lancement de Mars Bleu, le mois de mobilisation contre le cancer colorectal. Cette maladie touche chaque année plus de 47 000 personnes en France. Pourtant, une prise en charge précoce permet de guérir 9 cas sur 10. Ce mois vise donc à alerter la population sur la nécessité de se faire dépister. Pour en parler, le docteur Philippe Pasquier, responsable du dépistage du cancer colorectal au centre hospitalier Princesse Grasse, est en duplex avec nous. Bonsoir Philippe Pasquier. Bonsoir Émilie. Cette campagne Mars Bleu est une campagne d'utilité de santé publique. Alors c'est un gros problème de santé publique, ces cancers colorectaux, puisque pour vous donner un exemple, dans les pays voisins, on est pratiquement à des chiffres de 36 000 nouveaux cas par an et 18 000 décès à cause de ce cancer. Donc ce qu'il faut, nous, c'est les détecter au plus tôt possible pour pouvoir les guérir le plus facilement. Oui, la prévention passe par le dépistage. Selon la Ligue contre le cancer, 75% des personnes concernées ne participent pas au dépistage, d'où l'importance de sensibiliser la population à ce sujet. Exactement, d'où Mars Bleu, d'où les messages qu'on essaye de faire passer. Et ça devient vraiment un problème parce qu'on s'aperçoit que
Ces cancers touchent maintenant les jeunes de plus en plus souvent, et donc il faut absolument se faire dépister, voir un médecin pour en parler et faire les tests qui sont faciles, fiables et gratuits. Et qui est concerné par ce dépistage, docteur ? Alors à Monaco, c'est la population qui est assurée des caisses sociales monégasques. Il faut avoir entre 50 et 80 ans et ne pas avoir d'antécédents familial ou personnel qui impliquerait d'être suivi par coloscopie. Si vous avez déjà eu des polypes ou un cancer du côlon, le test de dépistage qu'on propose ici ne sert pas. C'est directement le suivi par le gastro-entérologue endoscopiste qui indiquera la fréquence avec laquelle il faut faire des contrôles. Comment se déroule un examen ? L'examen, le test de dépistage qu'on propose que les patients font à leur maison consiste à recueillir un petit peu de sel avec un petit bâtonnet, mettre ce petit bâtonnet dans un flacon et dans une enveloppe et l'envoyer au laboratoire de l'hôpital de Monaco et on a les résultats quelques jours après. Et si le test est positif, c'est-à-dire s'il y a un peu trop de sang dans les selles, trop d'hémoglobine, à ce moment-là, par sécurité, il faut envisager une coloscopie sans urgence, mais il faut le faire dans les semaines ou les mois qui suivent. Et que vont permettre ces analyses ? Pas exactement. L'analyse de sel va permettre de savoir s'il y a un taux d'hémoglobine, donc un petit peu trop de sang. Ça ne veut pas dire automatiquement qu'on a un cancer, ça peut être simplement un polype ou même d'autres anomalies, et parfois les coloscopies qui sont normales, mais il faut le faire, il faut vérifier par sécurité qu'il n'y ait pas un cancer ou un début de cancer ou un polype. Est-ce qu'il y a des signes, des symptômes auxquels nous devons être attentifs ? Bon, bien sûr, la présence de sang dans les selles, c'est évident. Si vous constatez, même si vous avez des hémorroïdes, ça peut être aussi des hémorroïdes plus un cancer. Mais sinon, si quelqu'un a tout d'un coup des troubles du transit, il devient constipé ou des douleurs abdominales, il faut consulter un médecin pour savoir s'il ne faut pas faire le test ou la coloscopie. On l'a bien compris, docteur, l'important c'est la prévention. Il faut savoir aussi que c'est un cancer qui se guérit facilement. Il se guérit facilement si on le découvre assez tôt. Donc c'est pour ça que c'est l'intérêt du dépistage. Et aussi en prévention, il faut dire que il faut, en amont de ça, il faut avoir une hygiène de vie correcte, c'est-à-dire pas manger trop de graisse animale, viande rouge, charcuterie. Il faut manger plus de fruits, légumes, des céréales, avoir une activité physique. Tout ça diminue les chances d'avoir un cancer. À quelle fréquence il faut se faire dépister ? Alors le dépistage qu'on propose à la recherche de sang dans les selles, c'est tous les 2 ans. Donc si vous faites un test qui est négatif, 2 ans après, il faut le refaire. Par contre, les gens qui sont suivis par coloscopie pour des polypes, ça c'est en fonction des polypes qu'on a enlevés. Le gastro-entérologue précise si c'est 2 ans, 3 ans ou 5 ans après. Eh bien, merci beaucoup Philippe Pasquier d'avoir été notre invité ce soir à l'occasion de la campagne Mars Bleu, campagne de lutte contre le cancer colorectal. Merci beaucoup. Merci, faites-vous dépister. Pendant leur saison, les musiciens de l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo ont l'opportunité de se réunir en petit comité sur scène à l'occasion des Happy Hour musicaux qui met principalement la musique de chambre à l'honneur. Le dernier en date a été joué hier à l'Auditorium Régnier 3 avec au programme Michael Hayden et Anton Bruckner. Le reportage de José Sacré, Lionel Bernardi et Gianfranco Bortolin. 5 musiciens de l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo et Lyonche, Sybille Duchesne, violon, François Méraud et François Duchesne, alto, et Alexandre Fougeroux, violoncelle, formaient le quintet qui, mardi 4 mars, a proposé aux mélomanes fidèles réunis à l'Auditorium Régnier 3 un happy hour musical au cours duquel ils ont interprété 2 quintets, l'un de Michael Hayden et l'autre d'Anton Bruckner. Ces 2 œuvres, Hayden et Bruckner, qui sont un petit peu en regard l'une de l'autre, parce que les 2 compositeurs sont autrichiens, bien sûr, alors pas de la même époque, mais justement Bruckner, on peut le considérer un petit peu comme l'héritier de Beethoven, de Schubert, et donc il y a une belle continuité, je trouve, dans cette programmation de 2 œuvres d'un répertoire autrichien comme ça.
Michael Haydn, moins connu que son frère Joseph, est pourtant l'auteur d'une œuvre importante dont certaines pièces auraient séduit Mozart. Mozart a été beaucoup inspiré justement par ce quintet pour écrire ses quintettes à deux altos aussi, et notamment le plus connu, le sol mineur. Il a trouvé aussi son inspiration chez Michael Haydn apparemment. Deuxième œuvre au programme, le quintet à cordes en fa majeur d'Anton Bruckner, le seul quintet composé par Bruckner. Le seul quintet, et c'est même la seule œuvre de musique de chambre. Ah bon? Oui, tout à fait. Il est connu pour ses symphonies, il a aussi écrit de la musique religieuse, un peu comme Michael Haydn, des messes, bien sûr on connaît les symphonies, mais en musique de chambre c'est la seule pièce, à part je crois un petit quatuor de jeunesse, mais qui est quasiment oublié. Ces 5 très talentueux musiciens de l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo retrouveront tous leurs collègues de l'orchestre le jeudi 13 mars pour un concert au cours duquel ils interpréteront notamment une autre œuvre de Bruckner, la symphonie numéro 8. Place à présent à votre rubrique Ceux qui font Monaco. Bonsoir Christina Petit, ce soir vous faites voyager nos papilles en Italie. Et aujourd'hui je vous propose que l'on se retrouve aux 2 rue Terrazzani pour vous parler d'une institution. La Pizzeria Monégasque vient enfin de réouvrir ses portes et vous allez le voir, cette fois-ci elle vous propose une véritable cuisine italienne authentique by Mimo. On est très content de ce qu'on fait. On essaie de satisfaire tous les clients. On essaie de faire notre mieux. Des fois on y arrive, des fois on n'y arrive pas. Mais pour l'instant, les gens ils sont très contents de la pizza, de la cuisine. On fait plutôt de la cuisine italienne, la classique pizza napolitaine, avec le bord un peu plus haut. Et voilà. Je préfère privilégier la fraîcheur, surtout au niveau de la mozzarella, de la sauce tomate, des produits. On essaie de travailler avec les produits de saison, quand on peut. Vous retrouvez des pâtes, parce que c'est mon domaine, et quelques petites entrées. On fait une escalope milanaise de veau tous les soirs. Et après, en futur, on prévoit de faire des suggestions, de faire découvrir aux gens ce que faisaient nos mamans, nos grands-mères, en faisant des plats un peu particuliers le soir. Ça viendra dans le futur proche. Alors si vous aussi vous avez envie de venir découvrir cette fameuse pizza napolitaine, eh bien il vous suffit de venir ici à la Pizzeria Monégasque qui vous accueillera du lundi au vendredi midi et soir et le samedi uniquement le soir. Une adresse donc à retenir. Ainsi s'achève ce journal. Dans quelques instants, la météo de Sarah Inkari, suivi des sorties cinéma de la semaine, puis du magazine Tout l'art du cinéma présenté par Fabien Bonilla et Vincent Vatrican. Les photos de fin de JT ce soir sont consacrées à Monaco, qui entame sa métamorphose à l'approche des différents grands prix, à commencer par le e-prix début mai. Photo signée ce soir Manuel Vitali. Passez une excellente soirée et à demain, 19h, pour une nouvelle édition sur Monaco Info. Retrouvez la météo avec Suisse Courtage, votre partenaire de confiance en assurance à Monaco. Protection sur mesure pour particuliers et professionnels.
Bonsoir à tous, j'espère que vous avez profité du beau temps aujourd'hui en terrasse ou sur la plage du Larvoto. Demain le soleil sera au beau fixe, même si quelques passages nuageux sont à prévoir. Les températures, elles, seront identiques à celles d'aujourd'hui, à savoir 9 degrés le matin et 15 degrés l'après-midi. Attention cependant, le ressenti sera moins élevé que les températures réelles à cause du vent, en particulier en fin de journée. En ce jeudi 6 mars, nous fêterons les Colettes et nous fêterons également, et ça a du sens pour nous, la journée internationale de la radio et de la télévision en faveur des enfants. À cette occasion, des producteurs du monde entier sont invités à consacrer des émissions à la situation des enfants, notamment pour sensibiliser le public aux problèmes de l'enfance. C'était la météo avec Suisse Courtage, votre partenaire de confiance en assurance à Monaco. Protection sur mesure pour particuliers et professionnels.